Bonjour les enfants, et ben voilà, aujourd'hui nous allons faire la correction de ce brevet qui est qui est tombé hier donc le 28 juin 2021. Alors soit vous venez de le passer hier et vous regardez un petit peu la correction, voir un peu ce que vous avez fait de bien ou de un petit peu moins bien, soit vous regardez bien plus tard et vous êtes en train de vous préparer votre propre brevet. En tout cas il est là pour qui en a besoin, qui a envie de travailler un petit peu dessus. Alors Regardons donc ce premier exercice, il y en avait 5 en tout, 5 exercices dans ce brevet, 2021, et 20 points par exercice. C'était ce qui, donc un total de 100 points, comme depuis quelques années. Alors, exercice 1, le tableur. Cette feuille de calcul présente les températures moyennes mensuelles à Tours en 2019. Donc on voit le tableau, et on demande, d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019? Voilà, ça c'est une simple lecture de tableau. Hein. Donc on regarde novembre 2019, c'est ici évidemment. Hein. Tout le monde a compris que les lettres ici c'était les mois, janvier, février, mars, etc. Donc N c'est donc novembre. Et on voit donc 8,2. Donc on a qu'à écrire directement la réponse avec une phrase évidemment. En novembre 2019, la température moyenne à Tours a été 8,2 degrés Celsius. Ça, c'est la question 1. Question 2. Déterminer l'étendue de cette série. Rappelez-vous, l'étendue dans une série, c'est la plus haute valeur moins la plus petite valeur. C'est-à-dire de quelle valeur à quelle valeur va cette série. Et on fait la différence pour savoir si c'est petit, donc c'est des données qui sont très très rapprochées, ou si c'est large, très grand. Dans ce cas, ce sont des valeurs qui vont qui s'étendent beaucoup. Alors ici, on voit quoi? On voit que la température la plus faible, hein, la plus petite température, c'est combien? Je vois ici, c'est 4,4 et 4,4 degrés. C'était en janvier. C'était en janvier. Et quant à la plus grande température, la plus grande ou la plus haute température, alors là, par contre, c'est l'été, c'est juillet, c'est 22,6 degrés Celsius. Ça, c'était en juillet. Et donc, l'étendue de cette série est, alors l'étendue, on l'appelle souvent E. D'accord? Donc, c'est la plus grande valeur, c'est 22,6 moins la plus petite 4,4, ce qui nous fait de 18,2 degrés Celsius également. Hein. L'unité reste la même. 18,2 degrés Celsius. Troisième question. Quelle formule doit-on saisir en cellule N2, c'est-à-dire donc ici, pour calculer la moyenne, la température moyenne annuelle? Alors là, j'ai pas trop aimé la question à cause du doit-on saisir. Doit-on? En effet, si c'est doit-on, ça signifierait qu'il n'y ait qu'une seule possibilité. Ou alors, s'il y en avait plusieurs, il faudrait décliner toutes les possibilités. Dire, on peut faire comme ça, ou alors on peut faire comme ça, ou on peut faire comme ça, etc. Donner toutes les solutions possibles. Bon, clairement, j'imagine que c'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent une proposition. Et donc, moi, j'aurais écrit quelle formule peut-on saisir? Et non pas doit-on saisir, puisque évidemment, on ne devra pas mettre forcément celle qu'on a choisie, parce qu'il y a forcément plusieurs manières de le faire. On va d'ailleurs en voir quelques-unes dans ce corrigé. Alors ici, donc moi j'ai ouvert le tableur pour mieux voir les choses. Alors comment est-ce qu'on va faire pour faire cette moyenne? Eh bien, on sait très bien comment on fait la moyenne. Hein. On fait l'addition de toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Donc on pourrait très bien faire, comme d'ailleurs vous allez faire vous avez fait dans la question qui suit. Hein. La question qui suit, où on vous demande de calculer la moyenne. Donc vous pouvez très bien faire tout simplement la chose suivante. Égale.
puisque vous savez que la formule commence toujours par égal. Alors, ben, on fait l'addition de tout, c'est-à-dire B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2 plus H2 plus I2 plus... Ah, j'ai raté. C'est la correction dessus. On va dire oui. Et du coup, je reprends ma formule. Donc c'est bon. B, C, D, E, F, G, H, I, c'est bon. Plus... J'étais donc à I2. Hein. Après I, donc j'ai J évidemment. J2 plus K2 plus L2 et encore plus M2. Voilà. Tout ça évidemment entre parenthèses. Ah, il m'a mis un M2 en plein milieu. Ah d'accord, ok. Ok, parce que comme du coup on va mettre la parenthèse, je clique sur M2, il me rajoute M2. Donc je vais plutôt là-haut pour ajouter la parenthèse et faire la division par 12. Voilà, 13,1. On va d'ailleurs vérifier est-ce que c'est ce qu'on attendait. Question 4, oui, vérifier la température moyenne est de 13,1 degrés, donc ça montre que on n'a pas trop fait n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette cellule N2? Ben, on peut mettre ça, hein. On remarque ici le calcul. Entre parenthèses, B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2 plus H2 plus I2 plus J2 plus K2 plus L2. Ah, il doit être caché derrière le plus L2, voilà, et plus M2, et le tout est divisé par 12. Et ça marche. C'est une solution. C'est clairement pas la meilleure, évidemment, mais on pourrait très bien faire ça. Notons également, puisqu'on voit qu'on fait des additions ici, qu'on pourrait très bien utiliser la fonction somme du tableur. Donc à la place de faire ici cette addition, je pourrais très bien à la place utiliser somme. Alors somme de quoi? Alors somme, les nombres sont séparés par apparemment par des points-virgules. Hein. Donc ben de B2. Alors je fais un peu de place ici. Point-virgule C2, point-virgule D2, point-virgule E2, point-virgule F2, point-virgule G2, point-virgule H2, point-virgule I2, point-virgule J2, point-virgule K2, point-virgule L2, point-virgule M2. Et normalement, ça devrait faire la même chose. 13,1. Donc c'est donc une autre manière de faire la chose. Je ne marque pas les additions, mais j'utilise la fonction somme qui est de faire la somme de toutes ces choses-là. Et on a vu, hein, on trouve encore 13,1. Ça marche encore. Mais on peut faire bien mieux. On voit que la somme que l'on fait, les cellules que l'on additionne, sont toutes sur la même ligne. Et sont consécutives surtout. D'accord, elles sont collées. Donc ça veut dire qu'on sait très bien faire. Hein. On peut très bien tout sélectionner ici. Et à la place de marquer B2, C2, etc., etc., on marque simplement B2, 2 points, M2. Là, ça prend tout de B2 jusqu'à M2. Ah, c'est bien sûr beaucoup plus court. Et ça marche très bien. On trouve encore 13,2. Là, on commence à avoir quelque chose de bien. D'accord? Là, on peut s'attendre à ça de votre part. Ce que j'ai fait auparavant, c'est juste, hein, mais c'est un peu pourri. Faire ça à un tableur, c'est un peu pourri. Là, ça commence à faire des choses assez intéressantes. Somme de B2 jusqu'à M2 et le tout divisé par 12. Mais on peut également, parce que le tableur, c'est quand même faire pas mal de choses, hein, j'enlève somme et je commence à écrire moyenne. Ben, on voit qu'il y a moyenne, ça existe. Hein. Il y a moyenne géométrique, moyenne harmonique, etc. Allez, je continue avec moyenne. Et je veux quoi, moi? Je veux la moyenne. Et c'est marqué quoi? Nombre 1, nombre 2, etc. La moyenne de quoi? Moi, la moyenne de tous les nombres qu'il y a entre B2 et M2. Là encore, je pourrais marquer B2, point virgule, C2, point virgule, etc. Mais maintenant que j'ai compris qu'avec les 2 points, c'est plus rapide, je vais faire comme ça. Et là, je fais moyenne B2, M2.
Et normalement, je vais retrouver encore 13,1. Et je trouve encore 13,1. Donc là, on a la meilleure manière, à mon avis, hein, c'est d'utiliser la fonction moyenne. Donc égal, n'oubliez pas que toujours égal au début, sinon il ne calcule pas ce qui suit, mais il affiche le texte. Regardez, si j'enlève ici le égal, voilà, il m'écrit moyenne. D'accord, il ne calcule pas la moyenne. Il faut impérativement que je mette le égal devant pour qu'il me calcule la moyenne. Voilà, il a même calculé la moyenne. Donc 13,1 en mettant donc la réponse qui était à marquer dans le brevet, c'était dans la case N2, on peut écrire. Là, moi j'aime pas le on doit écrire, mais on peut écrire égal moyenne parenthèse B2 M2 et on ferme la parenthèse. Voilà. Je reviens maintenant sur le brevet ici. Bon, j'écris pas ça à 3. Hein. On a dit ce qu'il y avait à faire. Vous savez très bien écrire une phrase, j'imagine. Quatrième question. Vérifiez que la température moyenne annuelle est 13,1 degrés. Ben oui, forcément, parce que vous, quand vous faites le brevet, vous n'avez pas le tableur. Donc, vous avez écrit la formule, mais vous n'avez pas eu le résultat. Donc, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous devez faire le calcul. La température moyenne annuelle est... Alors, et voilà, donc, alors, le E, le S et le T, voilà. Alors, c'est quoi? Ben là, vous savez, on doit faire, en fait, avec les mauvaises méthodes, finalement. Enfin, mais mauvaises méthodes au niveau tableur, là, mais là, on est à la main, on n'a pas le choix. Donc, 4,4 plus 7,8 plus 9,6 plus 11,2 plus 13,4 plus 19,4 plus 22,6 plus 20,5 plus 17,9 plus... Alors très important, il faut faire en sorte donc, que tout ça rentre sur une seule ligne. Plus 14,4 plus 8,2 plus 7,8, tout ça sur 12. Ce qui fait, on prend une calculatrice évidemment. Alors 4, je vais plutôt prendre, ici c'est mieux écrit, 4,4 plus 7,8 plus 9,6 plus 11,2 plus 13,4 plus 19,4 plus 22,6 plus 20,5 plus 17,9 plus 14,4 plus 8,2 plus 7,8, donc 157,2. 157,2 sur 12. Et comment on sait que ça doit faire 13,1? C'est marqué dans l'énoncé. Eh bien, c'est simple. Hein. Si on ne trouve pas ça, c'est qu'on a fait une erreur quelque part. Voilà. Alors, où on ne sait pas, mais on sait qu'on aura fait une erreur. Donc, il faudra la chercher. Divisé par 12. 13,1, c'est bon, pas d'erreur. Les erreurs, elles peuvent être plein de sortes. Hein. On peut avoir mal recopié les nombres. À la calculatrice, on a pu taper 11,3 ou de 11,2. Il y a des tas de manières de se tromper. Ben, grâce ici au fait qu'on connaît la réponse, 13,1, eh bien, évidemment, si on fait l'erreur, on recommence, on cherche. Hein. On cherche, ou on abandonne aussi. Si on trouve qu'on perd trop de temps à chercher l'erreur, on peut abandonner et puis revenir en fin de travail s'il reste du temps. Alors, 13,1 degrés Celsius, évidemment. Enfin, dernière question, je crois. Oui, la température moyenne à Tours était de 11,9 degrés. Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019, arrondi à l'unité, est-il de 7, 10 ou 13%? Justifie ta réponse. Bon, moi, pour moi, le plus simple, c'est de calculer ce pourcentage, et puis on verra bien si on tombe sur 7, sur 10 ou sur 13. Hein. Sinon, comment on pourrait dire, oui. De tête, si on ne fait pas les calculs. On pourrait dire que si on est à 11,9 degrés, si on augmente de 10%,
ça fait 1,19 de plus. Parce qu'un 10%, c'est un dixième. Hein. C'est 10 sur 100, ça fait 1 sur 10. Ça fait donc 1,19 de plus. Donc 1,2, arrondissons 1,2. Et 11,9 plus 1,2, ça fait donc 12,9, 13,1. Ah, ça tombe pas mal, ça tombe pas mal. Donc voilà, là, déjà ici, par un petit calcul, on se rend compte que 11,9, si on ajoute 10% de 11,9, on tombe pas loin de 13,1 degrés. Donc c'est sans doute, c'est lui la bonne réponse, parce que 13% serait largement au-dessus, et 7% on serait largement en dessous. Voilà. Donc voilà, comme ça, un petit calcul rapide me fait penser que c'est 10. Mais même plus que me fait penser, me fait dire que c'est 10. Néanmoins, je pense que ce sera plus clair, surtout parce qu'il faut justifier la réponse. Ce sera plus clair, à mon avis, de calculer ce pourcentage et de voir voir lequel c'est. Alors comment on fait pour ça? Eh bien, on a toujours pareil, hein, la température en 2009 et la température en 2019. On peut écrire plus que la date, on peut écrire température à Tours, etc. Hein, dans le dossier. Mais 2009-2019, c'est ce qui change. Donc je marque ça ici. Alors en 2009, la température était de 11,9 et maintenant, en 2019, elle était de 13,1. D'accord? Et puisqu'on veut avoir un pourcentage d'augmentation, on veut savoir quelle est l'augmentation. Pourcent, ça veut dire que si la température ici valait 100, eh bien, quelle serait-elle ici? Tout simplement. D'accord? Et après, si je trouve 110, eh ben, c'est que c'est 10% d'augmentation. Si je trouve 107, c'est 7%. Si je trouve 113, ben, c'est 13%. D'accord? On peut également... bon, on verra après pour notre manière. Déjà, finissons celle-là. Ce sera déjà un bon début. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, le plus simple, hein, c'est de voir comment est-ce qu'on passe d'une ligne à l'autre. Hein. On passe de 11,9 en multipliant par quelque chose pour tomber sur 13,1. Ben, par définition des fractions, hein, c'est 13,1 sur 11,9. Si on le voit, hein, on simplifie par 11,9, on trouve 13,1. Donc c'est bien en multipliant par 13,1 sur 11,9. Ben, qu'est-ce que je fais à ce 100 du coup? Ce 100, je le multiplie lui aussi par 13,1 divisé par 11,9. Et je tombe sur 110, arrondi à l'unité. Hein. Je tombe sur 110. Donc, l'augmentation. Je vais mettre un peu plus bas le donc. Donc, la température a augmenté de 10% environ ou arrondi à l'unité. Voilà. D'accord? L'autre solution, c'est un peu le même principe, hein, c'est de ne pas chercher vraiment direct, ne pas obtenir le 110 et après dire bah, si c'est 110 c'est que l'augmentation c'est 10, mais tomber directement sur l'augmentation en faisant ici donc l'écart. Quel est l'écart qu'il y a entre 11,9 et 13,1? Bah, c'est 1,2. L'écart c'est 1,2. L'augmentation en fait c'est 1,2. De 11,1 de 11,9 ben, pour arriver à 13,1 il y a une augmentation de 1,2 et on se dit la même question, hein, comment est-ce qu'on passe de 100 enfin de 11,9 à 1,2? Ben, de la même manière, hein, on va multiplier évidemment par 1,2 sur 11,9. Donc ce 100 qui est là doit être multiplié par 1,2 sur 11,9 et on tombe sur, ben, pareil, le 10, la même chose, hein, 10,08, etc. Sauf que tout à l'heure c'était 110,08, etc. Donc là c'est 10. On va écrire en couleur, 10. Et donc la température a augmenté de 10% arrondi à l'unité. D'accord? Voilà, donc le choix c'est donc soit on travaille directement sur les températures, ben, on trouve 110%. Mais là, c'est pas l'augmentation, c'est la température de 2019, c'est 110% de celle de 2009. Donc forcément, l'augmentation, c'est 10%, hein, c'est 110 moins 100.
Et sinon, on travaille par l'écart de température. On est passé 11,9 c'est la température de départ, 1,2 c'est l'écart. Ben, on regarde à combien correspond cet écart-là si la température de départ avait été non pas de 11,9 mais de 100. Donc on fait un petit calcul un petit peu différent, mais c'est le même principe. Et on trouve dans tous les cas évidemment que la température a augmenté de 10%. Voilà pour ce premier exercice. Exercice 2. Alors que dit-il? Le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. L'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs. Combien aurait-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre 2 millions de visiteurs? Voilà. Question très difficile. Hein, je pense que vous avez tous noté. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est tellement facile que pour justifier ça, faire des phrases, c'est un peu galère, tellement c'est un peu foutage de gueule, faut bien le dire, de demander ça à des petits de troisième. Allez, on va donc dire que 1,9 million, c'est 1,900 000. Allez, pourquoi pas à la limite. D'accord? Il aurait donc fallu 2 millions moins 1 million 900 000 égale 100 000 visiteurs. Ça marche pas ici. De plus. Voilà. Deuxième question. L'affirmation, il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019, est-elle vraie? Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va regarder un peu la moyenne des visiteurs par jour, est-ce que c'est autour de 5200? Voilà. Évidemment, il y a bien des jours où il y a eu moins de visiteurs que d'autres. Parfois, parfois il y en a eu 10 000, parfois il y en a eu seulement 2000. Mais en moyenne, en fait, c'est ça que ça veut dire. Attends, 5200. Ben, on va regarder ça. La moyenne des visites, ou du nombre de visiteurs. Et alors, qu'est-ce que c'est cette moyenne? C'est les 1 million 900 000 visiteurs divisé, soit en fraction, hein, divisé par, parce que c'est par jour, les 365 jours de l'année. Et ça fait combien ça? Alors 1 900 000 divisé par 365, bien, ça nous fait bien environ 5200. D'accord, on n'est pas loin de 5200, on est 5205, etc. Donc on est bien autour de 5200. 5200, si on fait un arrondi, ne serait-ce qu'à la dizaine d'ailleurs, ou à la centaine ici. Donc voilà, donc c'est 5200. Donc l'affirmation, je ne vais pas la réécrire, hein, l'affirmation est vraie. Troisième question. Alors là, elle complique un petit peu quand même. Un professeur organise une sortie pédagogique Futuroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir les 126 garçons et les 90 filles par groupe. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Décomposé en produits de facteurs premiers, le nombre 126 et 90. On y va? Alors comment est-ce qu'on fait? On fait 126 et on décompose. Alors, il va remarquer ici les premiers nombres premiers. Non, il n'y a pas un, justement, on commence par 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. En général, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres, mais ça peut arriver. Alors, 126 est-il divisé par 2? La réponse est oui, évidemment. Et si on fait la division, on trouve 63. 63 est-il divisé par 2? Non, on passe donc à 3. 63 est-il divisé par 3? Oui, je l'écris. Et si je fais la division, ça va me faire 21. 21, c'est ça. 21 est-il divisé par 3? La réponse est oui. Ça me fait donc 7 en faisant la division. Et comme 7 est dans la liste, on s'arrête là. Voilà pour la première. On peut donc dire que 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et 90, on refait pareil. 90 est-il divisé par 2? La réponse est oui, on trouve 45.
45 qui est divisé par 2, la réponse est non. Et 45 qui est divisé par 3, la réponse est oui encore. 45 divisé par 3, ça fait 15. 15 est-il divisible par 3? La réponse est oui. On trouve 5. Et comme 5 est dans la liste, on s'arrête là en divisant par 5. On peut donc dire que 90, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. D'accord? Puisqu'on est en épreuve et qu'on a une calculatrice, on fait pas de risque d'erreur. On vérifie en calculant 2 fois 3 fois 3 fois 7. Est-ce que je tombe bien sur 26? Oui. Et l'autre 2 fois 3 fois 3 fois 5. Est-ce que je trouve bien 90? Oui, c'est bon. Une petite vérification, ça prend quelques secondes. Et si on a fait une petite bêtise, ça permet d'éviter de passer beaucoup de temps pour rien. D'accord? Voilà donc pour la question petit a. On a donc fait la décomposition en facteur premier. Petit b. Peut-être même qu'on pourrait marquer la factorisation en facteur premier de 126 et faire des phrases un peu mieux que ce que j'ai fait moi ici. Petit b. Trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Alors, pour cela, on va regarder tout simplement déjà tous les entiers qui divisent 126 et 90. Alors là, bien sûr, plusieurs manières de faire. La plus simple, peut-être pas la plus forcément la plus classique, mais la plus classique, c'est de dire 126 est divisé par 1, oui, donc j'écris 1 et 126 dans la liste. 126 est divisé par 2, oui, donc j'écris 2 et 63 dans la liste, etc., jusqu'à faire la totalité des diviseurs. Ou alors, on peut aussi regarder la décomposition qu'on a faite auparavant. D'accord? Eh bien, je peux me dire que alors, les diviseurs de 126 sont... regardez, si je prends aucun des nombres que j'ai trouvés ici, je prends rien, ça me fait 1. C'est mon premier diviseur. 126 est divisible par 1. Par contre, si j'en prends un seul de ces nombres-là, je vais trouver 2. Je vais trouver 3. Je vais trouver 7. Et évidemment, 126 est divisé par 2, par 3 et par 7. Évidemment. Puisque c'est 2 fois ceci. C'est 3 fois cela. Donc en faisant ceci, et c'est bien sûr, c'est 7 fois ça. Donc évidemment, 2, 3 et 7 sont des diviseurs. Ça, c'est en prenant un seul de ces nombres-là. Mais je peux aussi en prendre 2 de ces nombres-là. Je peux prendre le 2 avec le 3. Ça veut dire que le 6 est forcément dans la liste. Vous voyez d'ailleurs que la liste n'est plus ordonnée. C'est aussi, elle est un peu dans n'importe quel ordre là. D'accord? Le 6 est dans la liste. Mais je peux également prendre le 2. Alors, pas avec le 3, ça fait encore 6. Mais avec le 7. Ce qui va me faire 14. Je peux aussi... Alors là, on va peut-être très vite, on va plus rien voir. Donc j'ai pris le 2 avec les autres. Le 3, je peux le mettre avec le 2, c'est déjà fait. Avec le 3... ça va me faire un 9, qui est un diviseur. Également, le 3 avec le 7, ça va me faire un 21, qui est également dans les diviseurs. Alors, du coup, je vais réeffacer ça, parce que là, on voit plus rien. Et remarquez... les nombres, le produit. 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc vous avez vu, d'abord j'ai rien pris, ça m'a donné 1. Après j'ai pris un seul de ces chiffres-là, ça m'a fait le 2, le 3 et le 7. Multiplié ici. Après en les prenant 2 par 2, le 2 avec le 3 ça fait 6. Le 2 avec le 3 c'est encore 6, donc ça ne m'intéresse pas. Le 2 avec le 3, le 2 avec le 7 ça me fait 14. Si je prends le 3 avec le 2, ça me fait 6, j'ai déjà fait. Avec le 3, parce qu'il y a un deuxième 3, ça me fait 9. Et avec le 7, ça me fait 21. Après avec le 3, j'ai déjà tout fait, ça a déjà tout fait. On a fait le tour. Maintenant, je peux également m'intéresser si je prends 3 groupes d'affilée. Si je prends le 2, le 3 et le 3. D'accord ? Je prends 3 de ces nombres-là. 2 fois 3 fois 3. 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6 fois 3, 18. D'accord ? Donc là, c'est en prenant le 2, le 3 et le 3. Mais je peux également prendre le 3 et le 7.
Donc là, ça me fait 3 fois 3, ça me fait 9. 9 fois 7, ça me fait 63. D'accord? Et je peux également prendre quoi? Donc j'ai pris 2, 3, 3. J'ai pris 3, 3, 2. Bah c'est tout. Après, j'ai 2, 3, 7 également. Voilà, j'ai également la possibilité de prendre le 2, le 3 et le 7. Alors 2 fois 3, ça me fait toujours 6. Et 6 fois 7, 42. D'accord? Et enfin, le dernier calcul, le dernier résultat se trouve en ne prenant plus 3 nombres parmi les 4 qu'il y avait, mais en prenant les 4. 2 fois 3 fois 3 fois 7. Ce qui me fait donc, bien sûr, 126. Voilà donc ici donc la liste de tous les diviseurs de 126. D'accord? Alors on peut faire comme ça, mais on peut aussi faire le plus classique, hein, c'est-à-dire dire directement 126 est divisé par 1, oui évidemment, donc je trouve 1 et 126. Est-il divisé par 2? Oui évidemment, ça me fait donc 2 et 63. Est-il divisible par 3? Oui. Et 126 divisé par 3, bah après on peut très vite ne plus avoir envie de faire le calcul comme ça. 126 divisé par 3, ça me fait le 42. D'accord? Est-il divisible par 4? La réponse est non. Est-il divisé par 5? La réponse est non. Est-il divisible par 7? La réponse est oui. Alors 126 divisé par 7, on trouve 18. 18. Voilà, mais il manque le 21. Pourquoi je pas mon 21 en faisant ça? Je sais pas. 126 divisé par 7. Voilà ce que. Voilà, j'avais raté. On a vu ici, j'avais raté le 6 ici. J'avais raté le 6. J'ai trouvé 21 ici. Comme je suis arrivé à 18 là, comme après on ne fait que descendre, je ne pouvais plus arriver à 21. Donc vous avez vu, donc j'ai fait des petits calculs pour vérifier ce que j'avais fait comme erreur. J'avais fait une erreur ici, j'avais oublié le 6. Donc 126 est-il divisé par 6? La réponse est oui, évidemment. 126 divisé par 6. Là, je retrouve mon 21. Mon 21 que je cherchais désespérément. Maintenant, est-il divisé par 7? Oui. Et là, je trouve 18. Est-il divisé par 8? Là, la réponse est non. Est-il divisé par 9? Oui. 126 divisé par 9, 14. Est-il divisible par 10? Non. Par 11? Non. Par 12? Non. Par 13? Non. Et par 14? Ah, ça y est, on est arrivé au 14 qui était là. Donc, on a fait toute la décomposition. Donc, vous avez vu, deux manières différentes de faire. Alors, je dirais que la première, elle peut paraître un peu plus folle, hein. Surtout si on a beaucoup de nombres dans la décomposition en facteur premier. Mais néanmoins, c'est la deuxième dans laquelle j'avais fait une erreur. C'est dans la deuxième où j'avais oublié le 6. Et c'est la première qui m'a permis de la retrouver. Bon, en tout cas, on fait une des deux manières, évidemment, pas les deux. Et maintenant, je vais faire quand même les diviseurs de 90 sont, alors 1, 90, d'accord, je fais la technique classique ici. Est-il divisé par 2? Oui, ça me fait 45. Est-il divisé par 3? Oui, ça me fait 30. Est-il divisé par 4? Non. Par 5? Oui. 90 divisé par 5, ça fait 18. Est-il divisé par 6? Faut pas l'oublier, 6. Oui. Ça fait combien 90 divisé par 6? Pas envie de calculer, tiens. 90 divisé par 6, ça me fait 15. Est-il divisé par 7? Non. Est-il divisé par 8? Non. Est-il divisé par 9? Oui. Ça fait 10. Est-il divisé par 10? Ça y est, on arrive à notre liste. Donc, on a terminé. D'accord? Alors,
Quels sont donc tous les entiers qui divisent à la fois le nombre 126 et 90? Eh bien, on va regarder ceux qui divisent les deux. Hein. On va les entourer. Il y a le 1, évidemment. Il y a le 2, évidemment. Il y a le 3, évidemment. Il y a le 6. Il y a également le 9. Et le 18. Et c'est tout, 45, donc c'est bon. Non, et c'est tout. Et c'est tout. Donc on peut donc dire que les entiers qui divisent à la fois quoi 126 et 90 sont, et là on fait la liste, 1, 2, 3, 6, 9 et 18. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. Combien de filles et de garçons y aura-t-il alors dans chaque groupe? Et bien évidemment, si notre diviseur ici le plus grand, c'est 18, on peut donc en conclure que le professeur pourra faire 18 groupes. Donc le professeur pourra faire 18 groupes. D'accord? Sachant que 126 avec 18 groupes, pas de points, avec alors 126 pour le garçon, 126 divisé par 18 égale, je sais plus avec quoi on a trouvé le 18, 126 divisé par 18, ça faisait 7 garçons, et 90 divisé par 18 égale, ça on va trouver 5, hein, 90 divisé par 18 et 5 filles par groupe. D'accord? Alors on retrouvait dès le départ ça, regardez, hein, dès qu'on a fait la factorisation en facteur premier, on voyait qu'il y avait ici 2, 3 et 3. Et ici, 2, 3 et 3, la même chose finalement. Et tout ce qui différenciait, c'est ce 7 et ce 5. Ce 2 fois 3 fois 3, ben, c'est ce qui donne le 18. Et le 7 ici, c'est le nombre de garçons. Et le 5 ici, c'est le nombre de filles dans chaque groupe. Enfin, ici, évidemment, on a justifié en détaillant tous les calculs. D'accord? Allez, quatrième question. Où je vais faire un peu de ménage d'abord, parce que sinon, on va plus rien voir. Alors, quatrième question. Deux élèves de 3e, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles peuvent se calculer et déterminer avec l'ombre. Ils souhaitent calculer la hauteur du gyrotour du futuroscope. Alors, Marie se place comme indiqué sur la figure ci-contre, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la tour. Après effectuer quelques mesures, Adrien effectue le schéma ci-contre, sur lequel les points A, E et B sont alignés, ainsi que A, D et C. Très bien. Bon, on voit clairement ici, je pense que tout le monde l'a vu dès le début quand il a vu son sujet, que c'était clairement une configuration de Thalès. Hein. Donc c'est par Thalès qu'on va faire cette chose-là. Alors est-on vraiment en configuration de Thalès? Ben oui, évidemment. On a les droites EB et CD qui sont séquentes en A, ça on le sait parce que les points sont alignés, donc ça nous donne les droites séquentes, ça nous donne le point A, ce qu'on appelle souvent, enfin ce que j'appelle souvent le point principal, et on a également la droite ED qui est parallèle à la droite BC. Alors faut-il expliquer pourquoi c'est parallèle? Alors éventuellement on pourrait très bien, si on veut être dans le détail complet, mais c'est tellement évident dans ces cas-là que souvent ça se fait pas, dire avant qu'on a la droite ED qui est perpendiculaire à la droite AC, on va dire, oui, AC. On a la droite BC qui est perpendiculaire à la même droite AC, et donc
la droite ED est parallèle à la droite BC. Voilà, ça on peut faire ça auparavant. C'est tellement une évidence que souvent on le fait pas parce que quand c'est perpendiculaire, c'est évident. Mais c'est vrai que techniquement, c'est pas précis d'annoncer que c'est parallèle. Donc on peut être amené à vouloir le prouver. Je ne sais pas ce qu'il voulait dans le corrigé, s'il y avait des points associés à ça ou pas. En tout cas, voilà. Si on veut le démontrer, ça aussi, cette chose-là qui est quand même assez évidente, eh bien, on le fait comme ceci. Bon, maintenant, donc, on a dit que on avait les séquentes, on avait les parallèles. On peut donc dire que, d'après l'énoncé de Thalès, alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la distance AE sur la distance AB, qui est égale à la distance AD sur la distance AC, qui est égale évidemment à ED sur BC. Toujours pareil, là j'ai fait le choix de faire le petit côté sur le grand côté, AE sur AB, ça s'est imposé pour tout le reste. J'aurais très bien pu faire, si j'avais voulu, faire le grand côté sur le petit côté. J'aurais ainsi fait AB sur AE, égale AC sur AD, égale BC sur ED. Après ça ne changera rien pour la suite. Alors ici, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je cherche? Ce que je cherche, c'est BC. D'accord? Et qu'est-ce que je connais? Est-ce que je connais ED? Oui, je le connais. Donc c'est bien. Est-ce que je connais AD? Oui, je connais AD. Est-ce que je connais AC? Pas vraiment, mais enfin, il sera facile à calculer parce que j'ai ici 54,25 et j'ai ici 2, donc AC, ça va faire 56,25. Est-ce que je connais AE? Non. Est-ce que je connais AB? Non. Mais c'est pas grave, ça me suffit largement avec ce que j'ai. Des 3 fractions qui sont ici, je vais en garder seulement 2. Je vais garder seulement AD sur AC, qui est égal à ED sur BC. Je fais le produit en croix en commençant par ce que je cherche. Donc BC fois AD, qui est égal à AC fois ED. Puis je vous rappelle que moi, ce que je cherche, c'est BC. Donc j'ai ce AD qui me gêne particulièrement. Je vais donc multiplier par 1 sur AD de chaque côté pour m'en débarrasser. Je peux ainsi simplifier par AD ici et obtenir ainsi que BC est égal à AC fois ED sur AD. Je remplace par les valeurs numériques maintenant. Ça me fait donc quoi? BC égale, alors AC c'est combien AC? On a dit que c'est donc 56,25. On peut même éventuellement le préciser avec une petite parenthèse ici, 2 plus 54,25. On explique bien que AC, on l'a trouvé comme ça. On pourrait là aussi, si on voulait, faire une petite phrase auparavant pour expliquer que BC était égal à AD plus DC, donc égal à 56,25. Enfin, il faut quand même pas exagérer. Multiplié par ED. ED, c'est combien? C'est 1,60. C'est la taille de Marie. Divisé par AD, qui valait 2 mètres. Là, on prend la calculatrice. Alors, on ouvre la parenthèse. 2 plus 54,25. On fait la parenthèse. Donc, je trouve bien ici au moins 56,25. Multiplié par 1,60, 1,6, égale, et divisé par 2, 45. BC égale 45. 45. Je peux même mettre directement et quand même faire une phrase tout de même. Donc, on calcule la hauteur BC du gyrotour. En mythe, ça pourrait suffire. Mais enfin, on va quand même faire une petite phrase. La hauteur du gyrotour est de 45 mètres. Voilà, on obtient donc le résultat sans avoir à monter dessus pour le mesurer. Parfait, on passe à l'exercice 3 qui lui aussi valait 20 points. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Aucune justification n'est demandée. Important de bien le lire, ça. On vous dit qu'une seule réponse est exacte. Ce qui fait que si vous trouvez une réponse qui est bonne, eh ben c'est bon. Hein.
vous pouvez très bien vous arrêter, pas la peine d'en chercher une autre. Également, si vous trouvez deux réponses qui sont fausses, ben c'est même pas la peine de chercher, là, forcément, l'autre est forcément juste. Bien, recopie sur la copie le numéro de la question et la réponse. Alors, allons-y. Partie A. Question 1. Question 1. Alors, quelle est la réponse? A, B ou C? Alors, on y va. La partie A, donc, une urne contient 7 jetons verts, 4 jetons rouges, 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes. Allez, on ne justifie pas évidemment dans l'examen, mais nous, on va quand même regarder un petit peu en détail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons verts, 4 jetons rouges. Ça, ce que je fais là, c'est que vous avez fait ce que vous aurez dû faire, en tout cas, sur votre brouillon, pour répondre quand même aux questions. 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes. Est-ce qu'on va le voir, ça, je sais pas. Ouais, un petit peu de jaune. Et 2 jetons jaunes. Alors, à quel événement correspond la probabilité 7 sur 16? Déjà, on voit que si on prend tout ça, d'accord, j'ai un total de 16 jetons. D'accord? Les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jetons. Donc, si j'ai 7 sur 16, donc, ça veut dire que l'événement va correspondre à l'ensemble de jetons. Et donc, il faut donc que je regarde, pour arriver à une probabilité de 7 sur 16, il faut que mon effectif au numérateur soit 7. Est-ce que ça peut être par exemple la probabilité de sortir un jeton jaune? Ben non, sortir un jeton jaune puisqu'il y a 2 jetons jaunes sur les 16 jetons en tout, ce serait 2 sur 16. Moi j'ai 7 sur 16, donc forcément il faut que je cherche quelque chose que je retrouve 7 fois. Et qu'est-ce que je retrouve 7 fois évidemment? Ce sont les jetons verts. Les jetons verts, il y en a 7 sur un total de 16 en tout, donc la probabilité de sortir un jeton vert, c'est évidemment 7 sur 16. Alors, est-ce qu'il y a une réponse qui correspond à ça? Réponse C, obtenir un jeton vert. Donc, c'est exactement ça. Réponse C. Question 2. Alors, quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Alors là, toujours pareil, ce qui est intéressant à compter, c'est que la probabilité de tirer un jeton bleu, c'est quoi? La probabilité d'obtenir du bleu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 3, puisqu'il y a 3 bleus, sur 16. Mais nous, ce qui nous intéresse à nous, c'est pas la probabilité de sortir du bleu. C'est la probabilité de ne pas sortir, de ne pas tirer un jeton bleu, de ne pas avoir de bleu. C'est ce qu'on appellerait bleu barre. Si on appelle bleu l'événement, je sors en bleu, évidemment. D'accord? Qu'est-ce que je sais? Je sais que la somme des deux, ça doit faire 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à 3 sur 16 pour obtenir 1? Ben, 1, c'est quoi? C'est 16 sur 16. Donc, évidemment, il faut que je rajoute 13 sur 16. Ainsi, le total des deux, ça fera donc 3 plus 13 sur 16. Donc, 16 sur 16, c'est-à-dire 1. Donc, la probabilité de ne pas sortir un bleu, c'est 13 sur 6. J'ai mis 6. C'est 13 sur 16. Est-ce qu'il y est? Ben oui, il y est, c'est la réponse A. Donc, pas de problème. Réponse A. D'accord? Partie B maintenant. Partie B, on sort de la probabilité. On passe donc à de la géométrie. Voilà, il y a 5 questions. La 5e, on la verra un peu après. Alors, donc, on a quoi ici? On constate la figure suivante, composée de 20 motifs numérotés de 1 à 20, avec un angle qui est donné. 36 degrés, c'est l'angle A ou B. Et on dit également que l'image, dans le motif 11, ici, c'est donc l'image du motif 1 par une homothétie de centre O et de rapport 2. Rappelez-vous, l'homothétie, hein, on détire en grandissant. Hein. Vu que c'est rapport 2, bah, c'est en grandissant de 2 fois. Toutes les longueurs sont multipliées par 2. Alors, première question. Donc, plutôt troisième question, puisque c'est la suite de l'exercice 3. Question 3. Alors, quelle est l'image du motif 20, c'est-à-dire de celui-ci, par la symétrie d'axe la droite D qui est ici. Bon, elle n'est pas vraiment là, hein, comme j'ai dessiné, voilà, à peu près comme ça. Donc, quelle est l'image de ici, du numéro 20?
par cette symétrie? Ben évidemment, hein, on n'a qu'à regarder, on fait l'effet miroir, on voit bien que c'est ici. Si je plie autour de la droite D, eh bien le 20 et le 17 vont se superposer, tout simplement. Graphiquement, pas la peine de faire des mesures. Si on devait en faire, on pourrait faire par exemple l'image de ce point-là, on lance ici perpendiculairement, mais la même distance, on retombe ici, pareil pour ce point-là, pareil pour tous les sommets, et on retomberait évidemment sur 17. Bon, on va évidemment pas faire tout ça, c'est clairement ici à l'œil que ça se voit, en suivant directement l'effet miroir, hein, l'effet miroir de la symétrie axiale. Donc c'est le motif 17, donc c'est la réponse A. Question numéro 4 maintenant. Question 4. Par quelle rotation de motif le motif 3 est-il l'image du motif 1? Le motif 3 qui est là et l'image du motif 1. Donc on part du motif 1 et on doit obtenir le motif 3. Effectivement, on fait une rotation ici, d'accord? Une rotation d'angle de centre O, évidemment. C'est autour de point O que l'on tourne. Mais enfin, les trois propositions donnaient le centre O, donc ça, c'est pas ça qui va nous aider. La différence, c'est l'angle, en fait. 36 ici, 72 ici, 90 là. Tout simplement, regardons par exemple, je vais essayer de... Voilà, les choses ici. Ce point-là, par exemple, ce point A ici, l'équivalence sur 3, c'est ce point-là qui n'a pas de nom, que je marque ici. Quel est l'angle que l'on a ici entre OA et O, ce point-là, donc l'angle A, O et ce point-là, je vais l'appeler C, tiens, comme ça permettra de mieux en parler. L'angle AOC, il vaut combien? Bien, il y a 36 degrés ici, il y a à nouveau 36 degrés évidemment à côté, ce qui fait un total de 72. Donc c'est par une rotation de centre O et d'angle 72 degrés qu'on passe du motif 1 au motif 3, tout simplement. 72 degrés. Alors là, il précisait pas, mais évidemment, ici, on était dans le sens aiguë d'une montre. C'était pas la question, hein, parce qu'on demandait, c'était une rotation, et non pas la rotation. Donc on ne précisait pas ici dans quel sens on tournait. Mais de toute façon, c'est bien une rotation de centre O et d'angle 72 degrés qui permet de passer de 1 à 3. C'est justement celle qui va dans le sens aigu d'une montre. Donc c'est la réponse B qu'il fallait donner à la question 4. Et enfin la question 5. L'aire du motif 11. 11, c'est que c'est tout là-haut. J'efface un peu ici. Même la droite D, je l'efface aussi, j'en ai plus besoin. Allez, et non plus. Alors, l'aire du motif 11, donc qu'on a là-haut, est égale au double du motif 1, à 4 fois l'aire du motif 1, ou à la moitié de l'aire du motif 1. Bon, déjà, la moitié, bon, clairement, c'est pas le cas. On voit que c'est quand même plus grand, de manière assez évidente. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que dans une homothétie de centre O et de rapport 2, toutes les distances sont multipliées par 2. Et comme on le sait, lorsque toutes les distances sont multipliées par un rapport K, les aires sont multipliées par K au carré et les volumes sont multipliés par K au cube. Bon, ici, c'est les aires. Donc ici, les aires ici, de 1 à 11, sont multipliées par 2, qui est le rapport, au carré. Et 2 au carré, ça fait évidemment 4. Donc ça veut dire que l'aire de la figure 11, eh bien, elle vaut 4 fois l'aire l'aire du motif 11, voilà, et 4 fois l'aire du motif 1. C'est donc la réponse B qu'il fallait donner. Réponse B. Et voilà, 4 questions. On passe donc maintenant à l'exercice suivant. Exercice 4, c'est l'exercice Scratch. Très très facile, c'est-à-dire ce Scratch, là, on pense du très classique et en termes de Scratch, c'est du tout petit niveau. Il y a un peu plus de maths d'ailleurs, il y a même d'ailleurs plus de maths que le Scratch dans cet exercice. Alors allons-y. Un programme de calcul, choisir un nombre, prendre le carré du nombre de départ, ajouter le triple du nombre de départ, soustraire 10 au résultat. Vérifier que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18. Alors on prend 4 comme nombre de départ.
et on lui fait subir le programme de calcul. Prendre le carré du nombre de départ, donc je le mets au carré. Ensuite, j'ajoute le triple du nombre de départ, donc plus 3 fois le nombre de départ. Et à cela, j'enlève 10. J'enlève 10. Pas la peine de mettre parenthèse, puisque la soustraction se fait enfin, à droite. Se fait à droite, moins 10. J'ai plus qu'à calculer ça. Alors, je pourrais bien sûr calculer des choses assez rapidement. Le 4 au carré, ça fait 16. À ça, il faudra ajouter 3 fois 4, 12. Et il faudra enlever 10. Ce qui fait donc, allez, 16 et 12, 28. 28 moins 10, ce qui fait bien 18. Très bien. Donc là, en plus, on a bien compris le programme de calcul, puisque j'obtiens bien le 18 qui était prévu. S'il y en a qui confondaient le soustraire 10 au résultat, donc il fallait prendre le résultat moins 10. S'il y en a qui ont fait 10 moins le résultat, ben au moins ils ont vu qu'ils avaient un problème, car là, forcément, ils ne trouvaient pas 18. Alors, petit 2. Appliquer ce calcul au nombre moins 3. Donc, pareil, hein, je prends moins 3, je le mets entre parenthèses, puisque je vais mettre au carré. Et c'est tout le moins 3 qui est au carré. Donc, moins 3 au carré. Plus le triple, donc plus 3 fois, 3 fois moins 3. Je mets les parenthèses là aussi, sinon j'aurai le multiplié et le moins qui seraient collés. Et donc il faut la parenthèse pour les séparer. Et il faut enlever 10, soustraire 10 au résultat. Alors moins 3 au carré, ça fait évidemment 9. Moins 3 fois moins 3, les moins par les moins, il y en a 2, donc ça fait plus, donc 9. Plus 3 fois moins 3, ça fait moins. Le plus ici avec le moins de là, ça fait évidemment moins. Moins, 3 fois 3, 9. Moins 10. Résultat, 9 moins 9, 0 évidemment. Il reste donc plus que moins 10. On trouve donc moins 10 en entrant moins 3 dans ce programme de calcul. On obtient moins 10 à l'arrivée. Petit 3. Vous trouverez ci-dessous un script écrit avec Scratch. Et il fallait donc compléter les lignes 5 et 6. D'accord, compléter les lignes 5 et 6. Scratch, les lignes ne sont pas numérotées. Là, c'est vraiment pour que se faciliter la tâche dans le sujet. Pour que le script corresponde au programme de calcul. En fait, il fallait donc remplir les blancs qui sont là. Hein, tout à fait. Les blancs qui sont là, il faut les remplir. Alors là, je ne suis pas dans l'annexe 8. Hein, je ne l'ai pas remise. L'annexe 8, reprenez ce programme-là avec les mêmes trous dans les blocs, etc. Il fallait donc répondre sur l'annexe 8. Moi, je vais répondre ici, évidemment. Mais vous avez répondu dans l'annexe 8 qu'il ne fallait pas oublier après de rendre avec la copie. Alors, que dit ce programme? Quand le drapeau est cliqué, demandez, choisir un nombre et attendre. Bon, très bien. Mettre X à réponse. C'est-à-dire que X prend le nombre qui est donné. 4 dans le premier cas, moins 3 dans le deuxième. Quatrième ligne, mettre Y à X fois X. Donc Y, en fait, c'est le résultat de prend le carré du nombre de départ. C'est lui Y. Après, Z, c'est A, c'est-à-dire ce que j'ai obtenu avant, plus quelque chose. Bien, évidemment. Z, c'est donc... j'ai dit A, non, c'est Y. Z, c'est dans la ligne 5. Dans la ligne 5, Z, c'est Y plus quelque chose. Donc, c'est bien ça. J'ai mon Y, c'est-à-dire mon carré du nombre de départ. Et à ça, il faut lui ajouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose qu'il faut ajouter? C'est le triple du nombre de départ. Donc, c'est 3 fois le nombre de départ. Et c'est quoi le nombre de départ? Ce qu'on a appelé X. 3 fois X. D'accord? On peut même marquer 3 fois réponse si on veut. Ça marche aussi. On n'aime pas. Surtout que là, on a fait exprès de prendre une variable choisie telle quelle qu'on a créée soi-même en appelant X pour étant la réponse. Clairement, on n'a pas envie de marquer 3 fois réponse. Mais techniquement, Scratch marcherait tout aussi bien si on mettait 3 fois réponse. Et après, mettre résultat A. C'est quoi le résultat? C'est ce que j'ai trouvé auparavant, c'est-à-dire la valeur Z, d'accord, auquel j'enlève 10. Donc c'est mon résultat auparavant, c'est-à-dire mon Z, auquel j'enlève 10. Voilà donc ce qu'il fallait marquer dans le programme Scratch. En ligne 5, c'était mettre Z à Y, c'est-à-dire X au carré finalement, plus 3 fois X. Et dans la ligne 6, mettre résultat, ce qui sera affiché après dans la ligne 7 dans le dire,
qui est égal à z, c'est-à-dire le y plus 3 fois x, auquel on a enlevé 10. Alors évidemment, hein, un truc comme ça, on peut très bien le faire tout en une seule ligne. Hein. Résultat égale directement x fois x, après on met tout ça dans une addition avec 3 fois x, et après tout ça dans une soustraction avec moins 10. Oui, c'est ça. Donc ça se fait en une seule ligne finalement tout ça, mais ici vous savez, ils aiment bien mettre ces détails-là dans les exercices Scratch au programme de calcul. Bon, c'était pas dur ça. Hein. Enfin, j'espère que vous avez trouvé ça pas trop dur, car c'est vraiment un Scratch facile. C'est pas toujours que vous avez des Scratch aussi faciles au brevet. Question 4, alors là on oublie totalement Scratch. On oublie totalement Scratch et on vous dit qu'on veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. Alors pour cela on appelle x le nombre de départ, un peu comme on l'a fait dans Scratch. Hein. Et après exprimer en fonction de x le résultat final. Donc c'est la question 4 petit a. On prend donc x, le nombre de départ. On lui faisait quoi après? On le mettait au carré, donc ça fait x au carré. Après, on enlevait 3 fois le nombre de départ, donc 3 fois x, c'est-à-dire 3x. Et après, il fallait enlever 10. Voilà. Donc ici, quelle était la phrase? Exprimer en fonction de x le résultat final. Donc, on peut écrire donc, le résultat final est, voilà, et x au carré moins 3x moins 10. Tout simplement. Et on voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut entrer comme valeur de x pour que ça me sorte 0. J'ai vu que si j'entrais, je ne sais plus combien j'avais entré. Si j'entrais 4, ça me sortait 18. J'ai vu que si j'entrais moins 3, ça me sortait moins 10. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'entre pour que ça me sorte 0? Alors normalement c'est très simple. Hein. Pour savoir ça, il suffit de résoudre l'équation. X carré. Alors allez, voilà, je reviens à 100%. Il suffit que je résolve l'équation. X carré moins 3x moins 10 égale 0. Si je résous ça, pas de problème. Ouais, sauf que le problème, c'est que cette équation, elle a un x au carré. Et ça veut dire que je ne sais pas résoudre ça en fin de troisième. L'année prochaine, en seconde, vous arriverez à avoir des techniques pour résoudre ça très facilement. Mais en troisième, j'ai pas. Alors je pourrais chercher une équation produit. Mais là, clairement, j'ai clairement pas une troisième unité remarquable, j'ai clairement pas un facteur commun. Ça ne va pas vraiment m'aider. Mais vient la question petit b, qui vous dit que vérifiez que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme x plus 5 fois x moins 2. Alors pour ça, comment on fait? Pour savoir que x plus 5 fois x moins 2, c'est la même chose que x au carré moins x plus moins 10, je vais tout simplement calculer. Je calcule donc x plus 5 fois x moins 2 fois x moins 2. Je vais calculer ça. Et à l'arrivée, quand j'aurai tout développé, tout réduit, tout ordonné, il faudra que je tombe sur x au carré moins 3x moins 10. Si c'est le cas, ben, vu que je mets que des égales entre chaque ligne, c'est que ce x plus 5 fois x moins 2, c'est bien la même chose que x au carré moins 3x moins 10. C'est juste écrit différemment, mais c'est la même chose. D'accord? Alors allons-y, calculons ça. Bon, ben là, j'ai ici un développement à faire, hein. Un développement avec une double distributivité. Je fais mes petites flèches pour pas me tromper. Évidemment, on les fait pas trop longtemps. Peut-être que l'année prochaine, vous les ferez plus. Et même sans doute que beaucoup d'entre vous ne les font plus déjà. Alors j'ai quoi ici? Première flèche, j'ai x fois x. Mais par contre, je reviens sur les flèches. Faites-les tant que ça vous est utile. D'accord? Même l'année prochaine. Hein, si ça vous est utile, si vous arrivez, si vous faites beaucoup moins d'erreurs avec les flèches que sans les flèches, faites vos flèches. Il n'y a aucun souci. Donc x fois x pour le premier, moins x fois 2 pour la deuxième flèche. Pourquoi moins? Parce que le x il a un plus, le 2 a un moins, donc résultat moins. Plus 5 fois x. Pourquoi plus? Parce que le 5 il a un plus et le x aussi. Et enfin, moins 5 fois 2. Pourquoi moins? Parce que le 5 a un plus et le 2 lui a un moins. Je calcule ça, x fois x ça me fait x au carré. Moins x fois 2 c'est moins, donc moins 2x. Plus 5 fois x, bon, ça devient 5x évidemment, et moins 5 fois 2, ça fait moins 10.
Les x carrés, ben, il n'y en a pas d'autres, donc il reste tout seul. Les x, j'ai moins 2x plus 5x, ça me fait plus 3x. Et, ouais, et moins 10. Voilà. Alors du coup, je vois que j'ai fait une erreur à la question petit a. Regardez ici. Ici, il y a marqué quoi? Il y a marqué ajouter. Et là, je pense que tout le monde a dû sursauter quand j'ai fait ça dans la vidéo. Et vous avez tous corrigé. Il y a marqué ajouter. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait une soustraction. Évidemment, ici, c'est plus. La question 4a, ici, c'est plus 3x. Et donc, pas moins 3x. Je sais pas d'où est sorti ce moins dans ma tête. Donc, c'est évidemment plus 3x. Et ça tombe bien, le petit b me donne la bonne formule. X carré plus 3x moins 10. C'est en faisant ça que j'ai pu me rendre compte de l'erreur que j'avais faite. D'accord? Voilà, j'en fais un x qui ressemble à peu près à un x. Et j'obtiens donc bien ce que je voulais. Cette expression du petit du 4a, x carré plus 3x moins 10, eh bien, c'est bien la même chose que x plus 5 fois x moins 2. D'accord. Alors ça aussi, hein, vous voyez, l'avantage de ce petit b, vérifie ce résultat. Ben, déjà, lorsqu'on a tout fait juste, ben, on retrouve évidemment x carré plus 3x moins 10, et donc du coup, on a déjà répondu à la question. Et si je ne trouve pas ce que j'avais trouvé à la question 4a, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Soit j'ai fait l'erreur dans mon développement du petit b, soit j'ai fait une erreur dans mon a. Et moi ici, j'avais fait une erreur dans le a. J'avais mis une soustraction, alors que ça s'agissait évidemment d'une addition. Pas grave, allez, on corrige, on n'a pas encore rendu. On n'a pas encore rendu. Tant qu'on n'a pas rendu, on peut avoir fait toutes les erreurs qu'on veut. L'essentiel, c'est de corriger avant de les rendre. Allez, question C maintenant. Alors, vous rappelez-vous, on avait dit tout à l'heure qu'il faudrait, pour trouver les nombres de départ qui donnent 0 à l'arrivée, il faudrait résoudre. Il faut donc résoudre x carré, alors plus 3x, hein, j'avais dû écrire moins tout à l'heure aussi, mais évidemment c'est plus 3x égale 0. Ce que je ne sais pas résoudre. Mais comme je sais maintenant, d'après le petit b, que ceci peut s'écrire de manière différente, ça peut s'écrire sous la forme x plus 5 fois x moins 2, c'est la même chose. Donc je peux écrire ça à la place si j'ai envie. Donc ça me fait une nouvelle équation, qui est x plus 5 fois x moins 2 qui est égal à 0. Et ça, c'est une équation produit. Ça veut donc dire que x plus 5, c'est égal à 0, ou alors x moins 2 est égal à 0. Je dois éliminer ici le 5 en rajoutant moins 5 de chaque côté. Allez, je vais faire en sorte que les égales soient alignés. C'est quand même plus joli. X plus 5, je rajoute moins 5 de chaque côté. Et de l'autre côté, donc, pour éliminer ce moins 2, je rajoute plus 2 de chaque côté. Ce qui me fait donc x égale moins 5. Oui, évidemment, le plus 5 et moins 5, ça fait 0. Ou alors, x égale 2. Car évidemment, là aussi, moins 2 plus 2, ça fait 0. Et donc, les nombres... doit-on choisir les nombres que l'on peut choisir, même que l'on doit choisir? Ce coup-ci, c'est bien, parce que là, on donne effectivement toutes les possibilités. Les nombres que l'on doit choisir pour obtenir 0 à l'arrivée. Sont moins 5 ou 2. Alors là, il y a une petite nuance, vous avez vu, ici j'ai remis un ou. Donc toute la leçon, j'ai dit à la fin c'est un et. Pourquoi c'est un et? Parce que c'est pas la même phrase. La phrase, ce serait les solutions sont x égale moins 5 et x égale 2. C'est donc les solutions sont. Donc je liste toutes les solutions. Mais ici, la phrase n'est pas la même. La phrase c'est les nombres que l'on doit choisir pour obtenir 0 sont. Je ne peux pas choisir moins 5 et 2. D'accord? C'est moins 5 ou 2. Voilà ce que je dois choisir. Si j'avais dit que l'on peut choisir, là oui, effectivement, c'était moins 5 ou c'était 2. Là, comme c'est doit, c'était le verbe qui était utilisé ici, ce serait plutôt donc qu'on doit choisir sont moins 5 ou 2. Ou alors sont des nombres dans une liste composée de moins 5 et 2.
Vous voyez, là, tout dépend si on fait une liste ou si on n'en fait pas une. Et ici, on n'en faisait pas, vu la phrase qui venait en raison de la question. Voilà. Pour cet exercice 4, on passe donc maintenant au dernier exercice. Exercice 5, le tout dernier. La production annuelle de déchets par Français était de 5,2 tonnes par habitant en 2007. Entre 2007 et 2017 plutôt, elle a diminué de 6,5%. De combien de tonnes la production annuelle de déchets de Français en 2017 a-t-elle diminué par rapport à l'année 2007 ? Bon, alors ce qui m'embête un peu, enfin, on va le faire, hein, c'est que une deuxième fois, c'est un problème de pourcentage, augmentation, diminution, un peu comme tout à l'heure sur, je ne sais plus sur quoi c'était, sur la température, voilà. Comme en 2 fois, on a eu un petit problème sur les moyennes, le gros problème sur les moyennes températures, après les moyennes de visiteurs sur le Futuroscope. C'est un peu dommage quand même de mettre tant de fois les mêmes choses. Et finalement, si peu de fois, tant de choses. On n'a pas, par exemple, on n'aura pas de trigonométrie, par exemple. C'est quand même une base, ça. On a beaucoup travaillé. C'est quand même dommage de pas pouvoir montrer à quel point on a bien travaillé. Qu'en plus, c'est très très important pour la suite. Enfin, le sujet est celui-ci. C'est bien celui-là qu'il fallait faire. Alors, de combien de tonnes la production annuelle est diminuée? C'est toujours pareil, hein. Alors, on va donc faire quoi? On va donc faire le déchet en 2007, les déchets en 2007, en tonnes, hein, évidemment. Les déchets en 2017, en tonnes également. Et également, donc à faire, on a directement la chose, la diminution. La diminution de 2007, enfin entre 2007 et 2017 en tonnes également. Alors qu'est-ce qu'on a alors? Les déchets 2007, c'était combien? C'était 5,2 tonnes. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on connaît. On sait également que entre 2007 et 2017, elle a diminué de 6,5%. Ça signifie que si les déchets avaient été de 100 tonnes en 2007, ben la diminution aurait été de 6,5 tonnes, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche de combien de tonnes la production annuelle de déchets a-t-elle diminué? Donc ce qu'on cherche, c'est donc ceci. Donc finalement, on voit que la ligne déchets 2017, finalement, on ne va pas s'en servir du tout. Alors, on pourrait s'en servir, attention, on pourrait faire des calculs différents en s'en servant, mais clairement, on peut très bien s'en passer très largement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, toujours pareil, hein. Comment passe-t-on de 100, parce on passe de la première à la deuxième ligne, hein. Comment passe-t-on de 100 à 6,5? Par quoi est-ce qu'il faut multiplier? Ben, pareil. Par quoi faut-il multiplier 100 pour obtenir 6,5? Ben, toujours pareil. Il faut le multiplier par 6,5 sur 100. Donc ici, il faut multiplier par 6,5 sur 100. Et donc le 5,2 doit lui aussi être multiplié par 6,5 sur 100. Alors je prends la calculatrice. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc les 5,2 doivent être multipliés par 6,5 sur 100. Et ça me fait 0,338. Alors, de combien de tonnes ça a diminué? Eh bien, on le dit ici. La production de déchets en 2017 a, sans accent, diminué de 0,338 tonnes, c'est-à-dire donc 338 kg, hein, par rapport à 2007. Des Français
Ouais, ce que je me pose la question ici, est-ce qu'on voulait la production annuelle de déchets par Français, c'est ça? Donc la production de déchets par habitant, peut-être on peut rajouter ici par habitant. Par habitant en 2017 a diminué de 0,338 tonnes par rapport à 2007. Pour continuer à diminuer leur production de déchets, de nombreuses familles utilisent désormais un composteur. Alors une famille a choisi un modèle ci-dessous, un pavé droit et un prisme droit. Le pavé, c'est ce qui est en dessous, et le prisme droit, c'est ce qui est posé par-dessus. Même si l'ensemble fait lui-même un prisme droit également. Alors, le descriptif indique qu'il y a une contenance d'environ 0,5 m3. On souhaite vérifier cette information. Alors, dans le trapèze ABCD, calcule la longueur CH. Donc, c'est la question, ça c'est la question petit 1. On passe donc à la question petit 2, petit a. Alors, la distance CH, c'est donc celle-ci qu'il faut trouver. Bon, évidemment, elle est facile à trouver puisque on connaît évidemment HB, hein. C'est également 39. Donc on va donc à ce coup-ci on va marquer un peu les détails. ABCD, non ABHD est un rectangle. Donc HB, ben, c'est la même chose que DA, c'est-à-dire 39 cm. On sait également or H, il appartient au segment CB. Donc ça veut dire que la distance CH est égale à la distance CB moins la distance HB. Ce qui fait donc, on n'a plus trop besoin du reste, j'ai l'impression. Ce qui nous fait donc que CH est donc égal à, alors CB c'est 39, moins HB, non, CB c'est 67, 67 moins 39, ce qui fait donc CH égale à 40, 50, 60, 27, 28. 28 cm. Alors bien sûr, ce que je fais de suite, c'est que je vais ici remarquer ce 28. Pas forcément centimètres, puisque tout est en centimètres sur la figure. Donc l'important, c'est le 28. Très bien, donc là j'ai montré CH égale 28 cm. Là, clairement, ce qu'on marquait CH égale 67,39 dès le départ, égale 28, pour moi c'est correct. Hein. C'est tellement évident que le 39 se retrouve au niveau de HB que CH c'est la différence. Mais là, je veux marquer un peu plus en détail les choses, mais on pouvait en marquer bien moins que ça. En tout cas, de mon côté, j'accepte volontiers. Petit b, démontrer que la longueur DH est égale à 45 cm. Alors DH, c'est la longueur qui est là, qui se retrouve donc être la longueur qu'on ne connaît pas dans un triangle rectangle. Ben forcément, Pythagore. On y va. On a... Alors, comment il s'appelle CDH, qui est rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors qu'est-ce qu'on a d'après le théorème de Pythagore? Eh bien, on a toujours pareil. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire CD au carré, est égal à la somme des carrés des autres côtés, c'est-à-dire CH carré plus HD carré. Alors je vais l'appeler DH, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans la question. Donc au lieu de marquer HD, je l'appelle DH. C'est pareil. DH carré. Alors CD, est-ce que je connais? Oui, c'est 53. Ça me fait donc 53 au carré, qui est égal à CH carré, ben, CH carré c'est 28 au carré, plus DH carré que je ne connais pas. D'accord? Allez, je prends les valeurs numériques maintenant, toujours pareil. Hein. On peut faire les valeurs numériques maintenant, ou alors on les fera bien plus tard. Là je fais une partie simple. 53 au carré c'est donc 2809. 2809
qui est égal à 28 au carré, c'est-à-dire 28 au carré, 784 plus dh carré. Ben donc ce dh carré, eh bien forcément, puisqu'il faut lui ajouter 784 pour obtenir 2809, c'est que c'est 2809 moins 784. D'ailleurs, si on faisait des équations plutôt que, enfin, clairement ça s'en est un petit peu d'ailleurs, eh bien on ajouterait moins 784 de chaque côté finalement pour obtenir la même chose. C'est un peu toujours pareil, hein. Alors parfois on fait des techniques, parfois on en fait d'autres. Là, plus traditionnellement on fait comme ça, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi faire j'ajoute moins 784 de chaque côté. Donc dh carré est donc égal à combien ici? Ben donc c'est 2809 moins 784 donc 2025. Et donc dh vaut la racine carrée de 2025. Et on nous dit que ce serait égal à 45. On va vérifier, parce que si on trouve 45, tant mieux. On est un peu sûr de soi. Si on ne trouve pas 45, ben pareil, il y a une erreur quelque part. Où est-ce qu'il peut y avoir une erreur? Il peut y avoir une erreur dans le petit b, lorsqu'on a fait Pythagore, mais il peut également avoir une erreur dans le petit a. Imaginons que CH, ça ne soit pas 28. Supposons qu'en faisant 67 moins 39, on a fait une erreur de calcul, on n'a pas trouvé le bon résultat. Ben forcément, comme le 28 on s'en sert dans le petit b, ben on n'arrivera pas au bon résultat non plus. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein. Si on ne trouve pas 45, l'erreur ne vient pas forcément de cette question-là. Elle peut venir également des questions d'avant. Il faut savoir chercher ces erreurs, parce que des erreurs, on en fera tous, et on en fera tout le temps des erreurs. Donc il faut être capable de les trouver. C'est beaucoup plus important que de dire moi je fais pas d'erreur. Non, l'important c'est d'en faire, mais d'être capable de les trouver, de les corriger. Ça c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs, d'être capable de trouver ces erreurs. Bon, est-ce que ça marche au moins? Est-ce que j'ai fait juste? Ouf, c'est bon. 45. DH égale 45. Tout ça a été en centimètres. Voilà. D'ailleurs, je profite d'ailleurs ici pour le remarquer ici 45. Et même, non, je vois quand même pas. 45 ici aussi on écrit. Allez, on est au brouillon. Donc on peut écrire un peu même des informations qui ne servent pas trop à grand chose. Bien. Vérifiez alors que l'aire du trapèze ABCD est 2350. Non. Voilà, je ne vais même plus lire. 2385 cm². Alors là, ils ont été gentils. Ils vous ont donné l'aire du trapèze. Petit côté plus grand côté, fois hauteur sur 2. N'oubliez pas, cette formule, on en a pu la voir dans les années précédentes, pas en troisième. Hein. Mais elle n'est pas très très utilisée. Voilà pourquoi ils vous l'ont donnée. Alors je vous rappelle comment est-ce qu'on la retrouve très très graphiquement, je dirais. Hein. Prenez un trapèze. Alors, un trapèze rectangle, c'est plus simple pour voir la chose. Mais en fait, lorsqu'il n'est pas rectangle, il suffit de se ramener à ce cas-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit tout simplement que l'aire qu'on a là, c'est la même aire que le rectangle. Alors, j'ai mal fait le rectangle ici, il n'est pas fait au bon endroit. Voilà. Que le rectangle qui serait là. Que ce rectangle qui serait là. D'accord? Et quel est... parce qu'évidemment, cette partie-là se va parfaitement ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que, finalement, la distance qui est là, eh bien, c'est la distance de départ plus la moitié, finalement, de l'écart qui est là. D'accord? Là, j'ai A. Et ici, j'ai mon B, qui est la grande longueur. Et donc, ici, j'ai forcément B moins A. Donc, c'est A plus B moins A sur 2. C'est la moitié, hein, forcément. Parce que ça se met ensemble. Et donc ça, si on met tout ça au même dénominateur, ça nous fait donc 2A plus B moins A sur 2, c'est-à-dire A plus B sur 2. D'accord? Donc on retrouve ici le petit côté plus grand côté sur 2 qui est là. Ça veut dire que l'aire du trapèze, c'est comme si on avait un rectangle dont le côté n'était pas un petit côté et un grand côté, mais petit côté plus grand côté sur 2. D'ailleurs, c'est quoi petit côté plus grand côté sur 2? Ben, c'est la moyenne de ces deux côtés.
Donc en fait, quand on a un trapèze, il faut considérer comme si c'était un rectangle dont la longueur ou la largeur, ça dépend des cas, serait la moyenne des deux côtés du trapèze, des deux côtés parallèles du trapèze. Voilà, ça c'est pour ça, pour le retrouver assez facilement si n'est pas donné. Mais ici, coup de chance, c'était donné, donc il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Évidemment, il fallait juste l'utiliser. Donc l'aire du trapèze est, on va l'appeler A, hein, A égale. Alors petit côté, alors c'est combien petit côté? C'est 39 je crois, c'est ça? 39 plus grand côté, c'est 67, multiplié par la hauteur, donc c'était combien la hauteur de ce trapèze? C'était 45. Le 45 qu'on vient de calculer à l'instant, par Pythagore, sur 2. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On prend la calculatrice et on espère tomber sur le bon résultat. Alors, on ouvre la parenthèse. 39 plus 67, on ferme la parenthèse, multiplié par 45, égale, et tout ça divisé par 2. 2385. 2385 à unité, parce que tout était en centimètres, centimètres carrés. Est-ce que c'est ce qui était demandé? 2385 centimètres carrés. Très bien, très bien, très bien. Petit D, calculer le volume du composteur. Alors, on va le calculer d'abord pour commencer, et après on répondra à la suite. Alors, petit D, pourquoi c'est facile? Parce que là encore, on donne la formule. Alors, volume du prisme droit, c'est R de la base fois hauteur, et volume du pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Enfin, on a quoi ici finalement? On a un pavé droit. Ah ouais, d'accord. Ouais, on va le faire comme il sente. Parce qu'il avait bien décomposé en un pavé droit, enfin un pavé droit et un prisme droit. On va faire comme ils veulent. Alors, on va commencer par le volume. Le volume du pavé droit. Et alors V1, on va l'appeler bien parce qu'il y a deux volumes à faire ici. Alors c'est quoi ce pavé droit? On va revenir un peu. Bah tiens, voilà, impeccable. Je le ramène devant. Est-ce que ça gêne? Non, ça gêne pas. Alors qu'est-ce que c'est ce pavé droit? C'est celui-ci, ce que je vais passer en bleu. Tiens, je suis en bleu. Ah, je pensais être en bleu, mais je n'étais pas. Je passe en bleu du coup. C'est ce pavé droit qui est là. Ce parallélépipède rectangle. Hein. Voilà. Avec tous les pointillés derrière, évidemment. D'accord? Donc on sait que la formule du volume, c'est finalement la multiplication, longueur fois largeur fois hauteur. Alors quelles sont les dimensions que l'on connaît? J'ai 70 cm ici, j'ai 60 cm ici, j'ai 1, non, alors j'ai pas 1,1 m ici. Attention, parce que 1,1 m c'est la totalité. Donc cette distance-là ici, elle est un peu moindre. C'est moins AB, d'accord? J'ai 45 ici. 45 cm ici. Et combien est-ce qu'il me reste ici? Puisque j'ai 1,10 m, c'est-à-dire 110, hein, il me reste 65. 65 cm. D'accord? Alors là encore, hein, parce qu'on fait les choses faut d'abord les choses au brouillon, donc on se rend compte qu'il y avait cette distance qu'il fallait connaître. Donc avant de commencer ça, on peut rajouter ici. Alors je vais l'écrire en haut, hein. Mais ça s'écrit évidemment au tout début du petit d, parce que je vais en avoir besoin. Il n'y a pas de lettre ici, donc on va dire que la hauteur du pavé droit
et alors les 110 centimètres de la hauteur qu'on s'appelle ça, du composteur, moins les 45 centimètres de AB, c'est-à-dire donc 65 centimètres. Et donc maintenant, je peux m'en servir pour V1. V1, donc c'est quoi? Donc c'est donc 70 centimètres multiplié par 67 centimètres multiplié par la hauteur qui fait 65 centimètres. Donc j'ai V1 qui est égal à combien? Alors je vais calculer tout ça. 70 fois 67 fois 65. Ça me fait donc 304 850. Alors, puisque tout était en centimètres, on est donc maintenant en centimètres cubes. Voici donc pour V1. Et après, il me faut le volume du prisme droit. Et, alors V2. Alors là, l'air de la base, j'ai déjà calculé, c'est la question précédente, c'était le trapèze, donc c'était 2385. Et ça, il fallait multiplier par la hauteur de ce prisme. C'est quoi la hauteur de ce prisme? Attention, là, la base étant ici, la hauteur, c'est évidemment ceci. C'est-à-dire donc la distance 70 cm. Et donc ça nous fait un V2 qui est égal à, alors, on va marquer le détail, hein, 2385 fois 70. Allez, on prend la calculatrice. Je remonte un peu. Non, pas lui. Ah, mais le coup, il est parti. Ouais, il est là, c'est bon. Je remonte un peu pour faire de la place. Donc, pas V3 du tout, mais V2. Pourquoi j'écris V3? V2 est égal à, allez, une calculatrice. 2385 multiplié par 70. 166 000. Et bien sûr, j'ai déjà oublié. 950. 166 950 centimètres cubes. Et donc, le volume du composteur. Bon, et alors c'est évidemment V qui est égal à V1 plus V2. Ce qui fait donc 304 850 plus 166 950. Ce qui fait donc, allez on calcule. Alors 168 950 il est déjà écrit, plus 304 850. 471 800 centimètres cubes. Voilà. Voilà. Et après, on pose une dernière question qui était, alors elle est un peu plus bas. L'affirmation, il a une contenance d'environ 0,5 mètres cubes, est-elle vraie? Alors là, l'affirmation est en mètres cubes. Nous, on est en centimètres cubes. Il va donc falloir convertir. Alors, comment est-ce qu'on convertit les choses? Ben, rappelez-vous, ce serait simple. Hein, toujours pareil, le plus simple, c'est de se rappeler du tableau. Centimètres cubes. Donc, forcément, ici, on a les décimètres cubes. Et ici, on a les mètres cubes. Mais comme c'est les mètres cubes, chaque colonne est partagée en 3 colonnes. Ça veut donc dire que le 471 800 cm3, c'est ce 0 ici qui est le chiffre des unités, qui se met dans la colonne 0, ici, à la colonne des centimètres cubes. Donc le 0 ici, le 8 ici, le 1 ici, le 7 ici, le 4 ici, et si je le veux en mètres cubes, ça fait donc 0 ici, 0, ce qui fait donc V égale 0,4718 mètres cubes. D'accord? Alors si bien sûr on veut éviter de faire le tableau, eh bien, on sait qu'il faut multiplier par 10 puissance moins 3 pour passer de centimètre cube à décimètre cube, et encore de 10 puissance moins 3 pour arriver au mètre cube, donc en tout il faut multiplier par 10 puissance moins 6.
tout simplement. Mais sinon, on fait un tableau, hein, un petit tableau tout simple, comme vous faisiez les années précédentes. Et ça, évidemment, V, si je vais arrondir ça au dixième, ça me fait 0, ben, j'ai 4, mais comme d'ailleurs j'ai un 7, donc je ne peux pas arrondir à 0,4, il faut arrondir au supérieur, ça me fait donc 0,5 mètres cubes. Et donc l'affirmation est vraie. Alors, juste un point quand même pour voir. Donc là, on a fait en mettant deux volumes finalement, le pavé droit et le prisme par-dessus. Mais on aurait pu très bien voir également. Voilà, je vais un peu effacer ici pour voir mieux les choses. Ouais, même mes distances. On va pas faire le calcul, on va juste faire de à peu près, c'est-à-dire de juste voir les principes. Je peux très bien considérer, et je vais même redescendre lui si j'arrive. S'il veut bien redescendre, allez passer où il est là, voilà. Ok. Bon, il veut pas, donc on va rester. Ok, bon, on va rester comme ça. Regardez ici. Si je considère ceci comme étant une base, eh bien, dans ce cas, tout le composteur est un prisme droit. Donc, il suffit donc d'avoir l'aire de ceci. Ça, c'est l'aire A, d'accord, 2385 cm². Après, l'aire, non pas du pavé droit, mais juste du rectangle qui est là. Après, les calculs sont les mêmes. Hein. J'ai le 65 à retrouver ici. J'ai tout calcul à faire, hein, pareil. Donc, ça me donne donc l'aire totale de cette base. Et après, en la multipliant par la hauteur du prisme, les 70 qui sont là, eh bien, ça me donne directement le volume du composteur. En réalité, à la place d'avoir à faire V1 et V2, comme j'ai fait, j'avais besoin de faire A, qui est l'aire que j'ai déjà calculée, et après, je dirais, mettons A', par exemple, qui serait cette aire-là. Puis après, ça me donnerait donc un A, je sais pas combien, qui serait l'aire de cette base en entier. Et après, je calculerai directement le volume du prisme droit. Je trouverai exactement le même résultat. Logique, puisque regardez, si j'ai ici V qui est égal à V1 plus V2, c'est quoi V? Donc V1 plus V2. Après de marquer les résultats complets, je marque le détail. V1 c'est quoi? C'est 70 fois 67 fois 65. Et V2 c'est quoi? C'est A fois 70. Bien, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que je peux très bien mettre 70 en facteur. Ça me fait donc 70 multiplié par 67 fois 65 plus A. Et qu'est-ce que c'est justement ça? A, bien, c'est donc ce que j'avais fait en rouge. Et 67 fois 65, 67 c'est là, 65 c'est ça. C'est justement l'aire du rectangle que j'avais fait en bleu. Donc c'est bien le volume, c'est la somme de ces aires multipliée par la hauteur de ce prisme droit. Je retrouve donc évidemment exactement la même chose en considérant que c'est un grand prisme plutôt que un plus petit prisme posé par-dessus un pavé droit. Après c'est au choix. Hein. Eux, la manière de faire, je pense qu'ils pensent plus à ce V1 et à ce V2, mais on peut faire très différemment si on a envie. Enfin très différemment dans la manière d'y penser, parce que dans les calculs ça revient exactement au même. D'accord les enfants? Bon ben j'espère que vous êtes contents de vous. Vous avez fait un bon travail, que vous avez fait moins d'erreurs que moi d'ailleurs. Et si vous avez fait des erreurs, que vous avez été capable de les retrouver tout seul. Allez les enfants, bon travail, bonne suite de votre vie et à très bientôt. Ciao ciao.